Comment allez-vous? Voilà. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de problème. Je salue tous les PV et je voulais dire merci à monsieur le pleureur, mais j'exagère un peu. Hein. S'il n'y a pas une main, il y a un peu aussi. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. C'est là. J'espère que je n'irai pas en enfer. Donc, non. Comme dans la recherche d'une mère, je peux aussi à côté, puis l'enfant se construit avec les deux. Donc c'est un peu abusé quand même là. Hein? Bon, ça c'est vrai. Bon. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Parce que je ne suis pas Jésus. Il faut que vraiment les parents. Bon, comme c'est pas ça. Tu n'es pas monsieur Dedek aussi. Donc, en tout cas, parce que donc ce que je vais demander à tous les chaos, cotiser et puis mettez ça à la banque d'Alassane Ouattara, là, le président, la banque qu'il a payé là. Ça, c'est pour plaisanter. Oui. Ça. Ok, vraiment, merci beaucoup pour ta brillante intervention. Et puis vraiment, je voulais remercier tous les moments qui sont passés auparavant. Et vraiment, il faut reconnaître que nous avons les braves dames qui sont avec nous. Et vous avez sûrement souligné qu'un grand homme, il y a toujours une grande femme derrière. Donc, quand un homme réussit, il faut voir, il ne faut pas chercher loin. Il y a une femme qui est à côté, qui éclaire l'homme aussi. Parce que l'homme seul, ça ne peut pas, on se complète. Sinon, Adam est seul dans le jardin d'Éden. Dieu sait pourquoi il a créé la femme. Parce que la femme aussi a sa place dans la société et elle est très très importante. Je dirais sûrement, elle est primordiale aussi d'avoir une femme dans notre vie, car elle nous permet aussi de perdre un peu le chemin. Et la famille aussi, une bonne famille se construit avec une femme, une brave femme, et une femme aussi très compétente et vicieuse. Ceci étant, monsieur le directeur, j'aimerais intervenir sur quelques points et terminer par des questions, comme je suis occupé, et je vais, c'est une doléance, ces questions, je vais te les poser, et je vais descendre, et puis je vais vous laisser commenter. C'est une doléance parce que je ne pourrais pas rester de peur de faire du bruit. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, si en ce qui concerne la dame, parce que vous avez parlé, la maman a parlé de Simone Babo, moi je me rappelle quand j'étais à Bogota, lors des campagnes, sincèrement, un jour, j'avais parlé que la haine de M. Laurent Gbagbo venait de sa mère. Et vous avez bel et bien commenté cela. Ça veut dire qu'à côté de lui aussi, il avait une femme aussi très très méchante et puis qui avait une soif plus grande du pouvoir. Parce que quand j'ai assisté à cette dame, les meetings qu'elle animait à Bogota, à Bobo Ndokwa, et Pega Kachio Lokwa et Andokwa, j'ai constaté que partout où elle animait les meetings, c'était la divulgation de la haine. La haine, la xénophobie. Pas de projet de société. Elle a tissé la haine. Et je peux dire aussi, c'est dans ces quartiers que les premières violences ont commencé. À Bogota, à Bobo, PK18, la partie on appelle un petit qu'on appelle Andokwa. Et c'est les quartiers qui ont payé le plus fort. Parce que la propagande est passée là-bas et la haine, la xénophobie est passée à 100%. Pour dire à tel point cette femme, elle est méchante. Et puis c'est la seule femme, seule première dame que j'ai vue dans ce monde, qui, au lieu de déplorer le viol des femmes, a au contraire apprécié devant les médias internationaux et assumé que ces femmes ont cherché ce qu'elles ont eu, ce qu'elles ont voulu. Vraiment, c'était un peu décevant, mais Dieu va le karma est là. Le karma, c'est que monsieur qu'on va payer plus tard. Peut-être, même son mari se dit les saints, mais si Dieu le veut, quand il sera dans sa tombe comme l'autre qui est dans sa tombe aujourd'hui, il va répondre de tous ses actes. Alors, ceci étant, monsieur le pleureur, moi j'ai 3 questions au niveau international que je vais les poser, comme je l'ai si bien dit. Aujourd'hui, la junte malienne a interdit toutes les activités des partis politiques et a interdit toutes les chaînes audiovisuelles de donner la parole aux politiciens. Qu'en pensez-vous? Le second, la seconde question. S'il vous plaît, oui? pour être efficace, même s'il y a du bruit, laissez, je vais répondre, ça ne fait rien. Ok. Pour répondre à la première question, vous voyez toute dictature, pour tous ceux qui regardent l'évolution des dictatures dans le monde, c'est toujours le même modèle. Les dictateurs viennent d'abord comme les sauveurs du peuple. C'est le premier message qu'ils tiennent.
Non, vous voyez, le système qui était là ne faisait pas son travail. On est venu pour vous aider, pour vous libérer. Le peuple est content. La deuxième phase, vous voyez le dictateur qui devient exigeant. Et pour ne pas que le peuple puisse juger son travail, ou même le peuple puisse se rendre compte de ses faiblesses, le dictateur dit, le message change, le message devient, à partir de cet instant-là, mettez-vous à ma disposition. Parce que quand on dit aux gens de ne plus réfléchir, parce que dans les médias, là, c'est les réflexions que les gens produisent qu'on met à la disposition du public. Les partis politiques, eux qui ne sont pas au pouvoir, ont pour responsabilité de chercher à proposer mieux au peuple. Et donc, vous allez voir que la deuxième caractéristique des dictatures, c'est de bâillonner les consciences, empêcher les gens de parler, empêcher les gens de réfléchir et essayer de montrer une voie unique. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, donc on va vous bannir. Et la troisième étape, c'est qu'après avoir bâillonné le peuple, on met le pays en repli sur lui-même et on essaye maintenant de détruire tous ceux qui sont une menace pour la dictature. Et on se retrouve dans un pays en vase clos, en train de faire le malheur de son propre peuple. Et donc, il y a un petit livre que je vais te conseiller qu'on appelle « La ferme des animaux ». Quand tu vas lire ce petit livre-là, parce que c'est comme une révolution. Et une révolution, là, elle commence en un point A, mais finit aussi à ce même point A. En fait, ils font tout ce cycle-là pour revenir au même point de départ. Mais le drame, c'est que les intellectuels meurent. Ceux qui auront la chance fuient le pays. Le peuple qui avait espéré retrouver son bonheur se retrouve dans un malheur plus grand qu'auparavant. Et finalement, le dictateur, un jour, s'enfuira ou bien sera chassé du pouvoir. Mais le peuple se retrouve englué dans le gouffre de la pauvreté, de la misère. Voilà un peu, c'est comment j'aurais pu répondre à cette question-là. Ok, merci beaucoup pour ta brillante intervention. Alors, la seconde question, que je vais me limiter à ça. L'agenda 2063 a été confié au président de la République, son Excellence M. Hassan Dramane Ouattara. Avec la situation qui prévaut en Afrique de l'Ouest, les coups d'État passés, les djihadistes par là, selon vous, est-ce que l'agenda 2063 pourra arriver à son terme? Et je descends et je vais écouter votre réponse. Ok. S'il vous plaît, et bonne soirée. Merci beaucoup, cher. Je suis à l'écoute, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Et déjà, l'agenda 63, ça veut dire 2063, pour ceux qui ne le savent pas. C'est en 2012, tous les présidents de l'Afrique se sont réunis et ils ont demandé au président Ouattara, compte tenu de tes qualités, nous te demandons de proposer un plan de développement global pour l'Afrique. C'est ce qu'on appelle l'agenda 2063. Et donc, le président Ouattara que vous voyez là, il a réfléchi et il a mis en place un système de développement global de l'Afrique qui a été validé par tous les présidents africains. Et dans ce plan-là, chacun avait un rôle à jouer. Mais ce rôle à jouer pour aller plus rapidement et plus facilement, c'est qu'il y avait des points de convergence. Quand on dit point de convergence, ça veut dire chacun devrait faire un certain nombre de travaux pour arriver, comme je le disais par exemple, on doit faire traverser l'Afrique par des grandes routes comme des autoroutes. C'est pourquoi vous avez connu actuellement le tracé de l'autoroute Monrovia-Abuja. Ça allait traverser le Libéria, ça allait traverser la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Togo, le Nigeria. Après cela, il y a les plans aussi d'électrification. Après cela, il y a plusieurs autres niveaux dans le programme. Et donc, chaque pays devrait faire sa part. Et c'est pourquoi les autoroutes que vous voyez que le président est en train de faire là, pour aller vers l'est de la Côte d'Ivoire comme le nord de la Côte d'Ivoire, tout ça, c'est un exemple. Mais comme on ne peut pas aller balayer dans la maison de quelqu'un, on laisse chacun faire des efforts pour atteindre ça à son niveau, pour que ce soit interconnecté. Ça, c'est ce qu'on appelle les plans de convergence.
Au niveau économique aussi, on a divisé l'Afrique en 4. Et ces 4 divisions-là, on les a regroupées en zones économiques. Normalement, l'Afrique de l'Ouest devrait se retrouver avec l'éco. Et si ces plans-là marchaient, à partir de quelques années, jusqu'en 2063, l'unité de l'Afrique devenait une réalité. Parce que nos pays auraient presque le même niveau de développement et les structures qui devraient les interconnecter pour que le commerce intra-africain, qu'on appelle la ZLECAf, soit une réalité. Et pour que les peuples africains puissent se connaître et agir ensemble de concert. Et donc, quand on regarde un tel plan, c'est à chaque dirigeant qu'on devrait demander, est-ce que vous avez joué votre part? Parce que c'est les intelligents de chaque pays qui doivent créer les conditions de paix dans leur pays. Il est plus facile de dire à quelqu'un, vu que tu es dans ton pays, tu connais la mentalité de ton peuple, gère-les et atteins les objectifs. Il est plus facile pour toi de gérer ton pays que de gérer toute une zone ou même de gérer l'Afrique. Parce que qu'est-ce qu'on a constaté? Si on veut faire un plan global en un coup, ça ne marchera pas. Les mentalités sont différentes. Les visions sont différentes. Les objectifs sont différents. Et les ambitions aussi sont différentes. Mais si on dit, bon, l'autoroute là, que chacun fasse sa part. La Côte d'Ivoire est un exemple d'un dirigeant qui a maintenu la stabilité dans son pays pour donner l'exemple aux autres. Et donc, oui, chacun à son niveau, s'il réussissait, le plan est un succès. Et ceux qui ont échoué, c'est ceux qui, volontairement ou par incapacité, ont voulu ne pas réussir. Parce que le minimum du développement, c'est d'imposer la paix. Le minimum du développement, c'est de réfléchir avec les ressources humaines et d'arriver à créer des résultats réels sur la vie des populations. Et donc, pour répondre simplement à votre question, la Côte d'Ivoire est un exemple pratique de ce que quand des dirigeants politiques se mettent en œuvre et posent des actions concrètes, ils arrivent à un résultat. Mais des dirigeants qui n'ont pas voulu le bonheur de leur peuple, qui ne savent pas comment le monde fonctionne, ils se sont mis en retard. Parce que les pays qui sont stables et qui veulent évoluent. Donc, c'est de cette façon-là que j'aurais répondu à la question. Et j'espère que peut-être ma réponse est assez satisfaisante.